en présentiel. On a tellement travaillé avec les outils numériques, pour autant sont, vous savez, particulièrement prisés au collège, que les moments de rencontre en présentiel sont vraiment privilégiés. Alors, nous allons ouvrir ce soir notre première séquence des jeunes mécènes. Je voulais vous souhaiter la bienvenue en présence de Laurent Landette, qui est, vous savez, le nouveau directeur général du collège. Laurent, tu peux peut-être dire la télé, tout le monde te connaisse. Ça marche, oui. Voilà. Et Laurent qui a pris la direction générale du collège, ensuite d'Hubert Duménil. Et Laurent, vous voyez, débarque de Rome, où il a été présenté au pape le travail que nous faisons sur le problème écologique, qui est donc l'un des sujets qui va nous réunir ce soir. J'étais bien accompagné parce que j'étais avec Maxime qui va parler ce soir. Absolument, absolument. Voilà. Merci Laurent de ta présence. Je voulais vous dire juste un mot en ma modeste qualité de responsable de la Fondation, c'est-à-dire du financement. Vous êtes là, bien sûr, comme ami des Bernardins, mais vous êtes là aussi comme mécène des Bernardins. Et donc, mon premier propos est de vous en remercier. Nous sommes dans une année atypique, pas toujours facile, vous pouvez l'imaginer. Même si le premier semestre a été, disons, correct pour les Bernardins, puisque, en tout cas pour les particuliers, nous sommes simplement à moins 3% par rapport à l'année d'avant, ce qui est une performance extraordinaire et qui est liée à votre fidélité. Et donc, je voulais commencer par cela, cette soirée, parce qu'il est important que vous sachiez que vous avez contribué pour votre part au soutien financier du collège. Je suis beaucoup plus inquiet pour le second semestre parce que je sais que beaucoup d'entre vous partagent leur soutien au collège souvent en deux parties et que cette seconde partie est généralement elle-même alimentée par des ressources du patrimoine et notamment des dividendes. Et je sais que voilà, la suppression ou la division des dividendes de façon significative va gêner beaucoup de donateurs. Voilà, et je pense qu'il faut qu'on en soit conscient. Ce qui est vrai, vous voyez, c'est que beaucoup d'activités qui dépendent aujourd'hui de la générosité du public dépendent en fait d'une ressource qui est extrêmement précieuse, mais qui est extrêmement tributaire de la situation économique. Et ces institutions, dont font partie les Bernardins, ont des dépenses d'une rigidité quasi totale. C'est-à-dire qu'on ne peut pas licencier le personnel au milieu. Il faut maintenir notre bel édifice en état, il faut l'entretenir, l'assurer, l'éclairer. Et donc, malgré tous nos efforts, le cantonnement des dépenses est forcément marginal. Voilà, je voulais juste vous livrer cela par transparence, comme je le fais tous les ans. Merci pour le premier semestre et je vous dis mes espoirs pour le second semestre. Voilà. Je vais tout de suite laisser la parole à Alexandre Meyer qui anime cette soirée. Hein, et nous nous retrouverons, je crois, après, même s'il n'y a pas de pause, c'est ça, hein? Ah oui, voilà. Covid oblige. Non seulement on est obligé de se distancier, mais on nous interdit de boire. Alors ça, c'est vraiment pas gai. Alors je passe tout de suite la parole à Alexandre, puisqu'il vous faut nourrir, il vous faut vous nourrir de nos paroles, à défaut d'avoir quelques produits de Bourgogne ou de Champagne qui généralement font l'affaire. Voilà, merci de votre présence et très bonne soirée. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Mais nous allons commencer la soirée avec l'un de nos invités, Frédéric Mazella, qui est avec nous aujourd'hui. Il est le président et le fondateur de BlaBlaCar, une société que vous connaissez peut-être parce qu'elle est la première dans le monde à proposer le partage des véhicules, les voyages partagés. 35 millions d'utilisateurs, je crois. 100 millions d'utilisateurs chaque année.
Inscrit, d'accord, magnifique. Eh bien, c'est à vous, si vous le voulez bien. On va vous donner un micro. Bonsoir à tous. Oui, le micro marche. C'est formidable. Alors, j'ai le grand honneur d'introduire cette soirée, cette discussion. C'est un plaisir effectivement particulier de se retrouver en physique. C'est vrai que ça fait drôle, ça fait longtemps. Particulièrement ici au Collège des Bernardins. Donc l'année dernière, on avait fait connaissance puisque je suis parrain des jeunes mécènes. Et cette année, on va faire un peu plus, on va avancer un petit peu plus dans les discussions. On va rentrer dans des sujets très importants. Et alors, comme vous le savez, on a une ambiance de rentrée qui est particulière. On oscille entre la crise et le rebond. Certains secteurs repartent, d'autres stagnent. Moins 3%, c'est vraiment une prouesse, hein, parce qu'évidemment, dans ce tumulte, c'est pas comme ça que ça se passe pour tout le monde. Partout, en revanche, on note une faible confiance dans l'après, alors que la confiance est vraiment au fondement de nos sociétés et à tous les niveaux. Donc il y a la confiance en nos dirigeants, la confiance dans nos institutions, confiance dans l'autre, tout simplement, dans autrui. Et alors la confiance, c'est quelque chose qui me touche beaucoup. C'est ce qu'on a développé chez Blablacar. On a même une formule qui dit « In trust, we trust ». J'espère que je ne fais pas de blasphème en prononçant cette maxime ici. Mais le challenge de Blablacar, ça a toujours été de réussir à faire se rencontrer et voyager ensemble des gens qui ne se connaissaient pas. Et donc, c'est pour ça qu'on a construit beaucoup la confiance. Mais alors, post-confinement, on voit qu'on a beaucoup moins confiance, qu'on a perdu des repères. Enfin, en fait, on a tout simplement perdu ce qui nous permettait peut-être de prévoir avec un peu moins de certitude l'avenir. Et là, maintenant, on doit faire face à des défis, non seulement le défi écologique, mais aussi tout simplement l'imprévu, les incertitudes, avec tout ce que le défi écologique comporte. C'est-à-dire que ça peut créer des déséquilibres qu'on n'a jamais vus. Et donc, on a beaucoup d'interrogations. Où va-t-on aller? Quel monde fragile est-on en train de construire? Et puis tout simplement, même au niveau personnel, quelle direction donner à mes activités et à ma vie personnelle, tout simplement, puisqu'on a du mal à se projeter. Alors, ma conviction dans cette période-là, c'est que quand on a perdu de la confiance, et notamment de la confiance économique et sociale, eh bien, il nous reste l'espérance. Donc, il nous reste l'espérance écologique. Donc, pour espérer, il y a un prérequis. Le prérequis, c'est d'avoir une conscience fine des défis à relever. Donc, il faut les regarder vraiment en face. Parler d'écologie en 2020, c'est parler de conscience écologique. Donc, c'est le sujet de ce soir. Cette conscience, elle est relativement faible. C'est-à-dire que on pourrait dire qu'on est probablement encore, malheureusement, à l'âge de pierre de l'écologie. C'est-à-dire que face aux défis inédits du changement climatique, eh bien, on a des choix écologiques à faire. Et peut-être que c'est des choix qui aujourd'hui nous semblent étranges, mais dont on espère qu'ils nous sembleront complètement évidents demain. Voilà, ça peut passer évidemment par des régulations, taxation de certains produits ou de certaines pratiques polluantes, limiter des déplacements polluants également. Alors la crise du coronavirus nous a fait éviter de voyager beaucoup, donc ça a eu d'ailleurs des effets, des impacts positifs sur la pollution. Mais bon, ce sera pas suffisant. Et en fait, on voit qu'il y a un changement à opérer. Alors, je me souviens que quand j'ai lancé Blablacar, initialement, je ne pitchais pas Blablacar en tant que société, je pitchais simplement le covoiturage. Déjà, ça paraissait incroyable qu'on puisse mettre plusieurs personnes dans une voiture qui ne se connaissent pas. Alors aujourd'hui, on l'a évoqué, c'est 100 millions de personnes dans le monde, on est dans 22 pays. Et donc on voit qu'on a fait beaucoup de chemin, mais à chaque fois qu'on a lancé des nouveaux pays, on a dû refaire cette éducation-là, et c'est un changement qui prend un petit peu de temps de se dire que oui, effectivement, c'est possible d'être dans la même voiture et de se rencontrer pour cela. Et donc pour cette espérance, je souhaite proposer deux pistes pour alimenter notre réflexion. L'une qui consiste à prendre en compte le temps long,
et l'autre qui consiste à favoriser les échanges, ce que l'on fait ce soir. Alors le temps long, c'est vrai qu'on est dans un lieu particulièrement propice pour parler du temps long, le collège des Bernardins, quand même un lieu magnifique et un peu atemporel en fait. Donc c'est bien pour penser très loin. Et donc le temps long est appréciable parce qu'à l'échelle de l'écologie, évidemment, c'est complètement nécessaire. Alors on voit plein d'études qui nous disent que de toute manière, tout est écrit d'ici 2050 et que ce qu'on est en train de faire et de pouvoir changer, enfin je pense que nos intervenants en parleront beaucoup, mais c'est possiblement après 2050 parce qu'en fait on est sur une telle inertie qu'on ne sait pas si on arrive à faire changer le gouvernail avant, on espère, mais ça va demander des choix de toute manière assez radicaux. Donc sur le plan individuel, ça suppose de se préoccuper de ce qu'on laisse à nos enfants et nos petits-enfants. Et sur le plan collectif et politique, ça appelle des règles, évidemment, pour que l'économie ne nuise pas à la société dans son ensemble. On est encore au balbutiement de ces règles-là. Je ne nous apprends rien. On n'a pas l'impression que ça bouge vraiment. On est encore au stade, malheureusement, où on est en train de se dire, tiens, il y a un problème qui arrive. Mais on n'a pas encore vraiment pris le problème à bras-le-corps. Donc, prendre le temps long, c'est notre responsabilité à tous. Dans un engagement sur le temps long, on arrive à redévelopper justement cet espoir qui va s'incarner dans la durée à travers aussi des objectifs carbone ambitieux. Il n'y a pas que des objectifs carbone à remplir, mais il y a aussi ceux-là. On parle beaucoup du carbone, effectivement, puisque c'est quand même lui qui... c'est les gaz à effet de serre qui font que tout se réchauffe. Et il y a encore des exemples récents. Enfin, évidemment, vous avez tous en tête les images qu'on a reçues la semaine dernière de la Californie. Évidemment, quand ça devient plus sec, eh bien, ça prend feu. Alors, sur le deuxième volet, qui sont les échanges et les discussions, c'est la possibilité d'une conscience écologique par la multiplication des échanges et des discussions sur le sujet environnemental. Il ne faut pas avoir peur d'en parler. Parfois, c'est tellement grand, tellement gros qu'on est presque timide par rapport au sujet. C'est aussi une manière pour nous peut-être de nous préserver. Et au contraire, il faut réussir à en parler et puis regarder vraiment en face. Donc le bénéfice de ces discussions, c'est que la conscience se massifie et que chacun puisse, s'il le souhaite, eh bien, relever le défi climatique à son niveau. Et c'est comme cela qu'on pourra peut-être espérer créer une mobilisation collective d'ampleur. Alors, tout cela peut sembler compliqué. L'année passée, vous avez dû entendre parler de la fameuse réplique « OK Boomer », qui a vraiment beaucoup tourné sur les réseaux. Alors, qu'est-ce qu'elle symbolisait, cette réplique-là ? Eh ben, en fait, elle cristallise toujours l'écart qu'il y a entre les plus jeunes générations et les générations dites de baby-boomers, où en fait, il semble que la communication soit un petit peu compliquée, dans la mesure où, j'ai envie de dire, la génération d'avant, la mienne, pouvait se dire le changement climatique, ça n'existe pas vraiment, puis, même ils n'en avaient pas conscience du tout, ils ne savaient pas trop. Ma génération se dit quand même, je vois quelques courbes et j'ai appris à lire quelques courbes et je comprends bien ce qui se passe. Et par contre, la génération d'en dessous, elle se dit, c'est bon, on a compris, le mur, il est pour nous. Donc forcément, ça crée sur l'écart entre la génération dessous moi et la génération au-dessus, ces incompréhensions. Et pourtant, il faut qu'on trouve les moyens d'échanger, d'établir le dialogue, parce que c'est tous ensemble qu'on arrivera à résoudre cela. Alors, faire résonner les discours scientifiques, c'est bien, mais il faut aussi être attentif au bon sens de chacun. Et si vous me connaissez, vous savez qu'il y a une citation que je préfère parmi toutes, qui est une citation de Galilée qui dit je n'ai jamais rencontré d'homme qui n'avait rien à m'apprendre. Parce que je trouve qu'elle porte des valeurs à la fois d'humilité, d'apprentissage et d'humanité, tout simplement, et de respect des uns aux autres, puisque justement, on parle d'égal à égal. Donc, je suis très heureux qu'on s'empare du sujet ici, qu'on décide d'en parler. J'espère qu'on va réussir à faire avancer certains sujets. On a les bons interlocuteurs. Vous verrez toutes les personnes, enfin vous le savez déjà, mais toutes les personnes qui sont là ont des approches qui viennent de différents endroits, mais qui convergent. J'ai envie de dire, on peut tous un peu agir.
Alors il faut voir dans sa vie comment on peut, avec du bon sens, adapter certaines choses. Je pense qu'on parlera, il y a des petits gestes et puis il y a des plus grands gestes, mais il faut agir à tous les niveaux. Il faut agir au niveau personnel, au niveau de sa société, et puis aussi de sa société, de son entourage proche. Ça peut être sa famille, ça peut être ses collaborateurs, et puis aussi quand on a l'opportunité de lancer des projets, penser à la direction que ces projets-là doivent prendre. Je sais que moi, c'est ce qui m'a motivé pendant des années à lancer Blablacar, c'est que tout simplement mettre plusieurs personnes dans une voiture plutôt que d'avoir toutes les voitures vides avec un seul conducteur à bord. C'est du bon sens. Je disais souvent, il n'y a pas besoin d'avoir fait Polytechnique pour comprendre qu'il vaut mieux mettre 2 personnes par voiture que 2 voitures par personne. Évidemment, déplacer une tonne de métal pour une personne, c'est du non-sens économique. Si avec cela, à la limite, ce ne serait pas trop grave. Mais c'est aussi un non-sens écologique et même un non-sens presque social, parce que c'est quand même pas très drôle d'être tout seul dans sa voiture. Donc voilà, et on a réussi en fait à quand même changer un peu les comportements, même si évidemment le chemin est encore long. Enfin déjà 100 millions de personnes qui sont sensibilisées au covoiturage et qui en font régulièrement, c'est déjà pas mal. Donc les 2 conditions de possibilité importantes pour une conscience écologique, c'est le temps long, enfin c'est ce que je vous ai exposé, le temps long et les échanges. Et finalement, de cette conscience écologique, on peut passer ensuite à l'espérance écologique. Alors, en somme, l'enjeu consiste à se demander sur quoi on peut refonder notre confiance abîmée. Alors, au XXIe siècle, la confiance sans l'avenir, elle peut plus reposer sur la simple idée d'une courbe du progrès linéaire. Ça correspondra à une forme d'optimiste un peu simpliste, selon lesquelles les choses positives vont arriver. Et si on regarde bien la situation climatique, c'est plutôt le pessimisme qui devrait dominer, parce que les courbes sont à peu près sans appel. C'est-à-dire que, et suivant les interlocuteurs, on peut le dire de différentes manières, mais quand je suis face à des investisseurs, je leur demande si en voyant les courbes de la Terre, en les regardant comme un projet sur lequel investir, je voudrais savoir s'ils mettraient leur argent sur la Terre. Enfin, sur la Terre, sur la vie telle qu'on la connaît aujourd'hui. Et en fait, je ne suis pas sûr. Parce qu'ils ont l'habitude de regarder des courbes, ça, ils comprennent très bien sur les projets d'investissement. Mais quand on regarde les mêmes... alors évidemment, ce n'est pas les mêmes indicateurs que pour une société, mais enfin, c'est quand même des indicateurs. On se rend compte que c'est possiblement très compliqué. Mais je crois que notre confiance en l'avenir, elle ne doit pas se fonder sur seulement une issue positive ou négative incertaine, mais plutôt sur des valeurs, sur nos valeurs. Les valeurs de responsabilité, de respect du temps long, de dialogue, de la réflexion. Et cette confiance en l'avenir, en un monde sain et vertueux, c'est tout simplement l'espérance écologique à laquelle nous devons nous confier. Alors, loin de nous démoraliser, la conscience écologique peut nous mener vers l'espérance écologique. Cette espérance repose sur 3 piliers. C'est un mouvement constructif, mobilisateur, qui donne du baume au cœur. C'est la conviction que la transformation émergera de nous. Et c'est un ancrage profond dans les valeurs qui sont nos repères quotidiens. Et un travail intéressant, c'est qui consiste à ce que chacun définisse ses propres valeurs et à ce que les organisations le fassent aussi. J'espère que toutes nos réflexions pourront y amener. Donc, je conclurai avec une idée forte, une idée force plutôt. La conscience écologique peut nous donner le vertige, nous paralyser. C'est souvent ce qui est arrivé. C'est d'ailleurs possiblement la situation dans laquelle on est encore. Parce qu'elle nous met face à face avec une perspective de fin de notre civilisation, non seulement la fin de vie, mais aussi la fin de la civilisation. Mais si on la soutient, cette conscience, et si on la dirige et si on la met en mouvement avec nos valeurs, alors on peut atteindre une forme d'espérance écologique qui nous met en mouvement. Et donc, c'est ce que j'ai envie de formuler ce soir, le fait que nous allons faire un acte d'espérance écologique et en nous identifiant à nos valeurs. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Je vais donc Frédéric, j'avais juste une très courte question à vous poser, juste avant qu'on commence le débat en 30 secondes, 1 minute. Vous avez organisé hier le France Digital Day, oui, qui a réuni de nombreuses entreprises, des startups, etc. Oui. Est-ce que parmi celles-ci, vous en avez trouvé certaines qui portaient des idées intéressantes pour notre avenir commun ? Oui, non seulement on en a trouvé qui portaient des idées intéressantes, mais en plus on les sélectionne, on fait exprès de les mettre en avant. On a relancé cette année l'édition des Talent Awards qui récompense les équipes qui sont derrière les beaux succès. Et parmi elles, on a quand même 2 sociétés, enfin on a plusieurs
qui sont très, très remarquables et qui ont été récompensés. Il y a Back Market et E-Commerce, je ne sais pas si vous connaissez ces deux grandes sociétés qui, en fait, tout simplement évitent d'acheter des produits neufs et donc qui mettent en avant tout ce qui est reconditionné et qui incitent évidemment à ne pas surconsommer nos appareils électroniques qui sont des bombes écologiques. Hein. Enfin, c'est-à-dire qu'avec toutes les matières premières qu'on met dedans, déjà rien que le fait de changer de portable plutôt tous les 4-5 ans que tous les 2 ans, ce serait déjà gigantesque. Mais au-delà de ça, même quand on change, on peut utiliser des produits reconditionnés plutôt que d'aller encore extraire de la matière première. Donc voilà, Back Market et E-Commerce en sont deux qui agissent dans cette direction-là. Et après, sur un autre sujet, il y a aussi une autre application qu'on a récompensée qui s'appelle Bodyguard, qui a gagné le prix pour la démocratie, puisque c'est une application qui lutte contre tous les discours haineux sur les réseaux sociaux, qui sont malheureusement légion, et qui déjà, avec 50 000 utilisateurs, eh bien, bloque 5 millions de contenus haineux par mois. Voilà, ça grandit bien, il faut le faire, parce que sinon c'est une perte de liberté, une perte d'expression pour tout le monde. Si quand on s'exprime, eh bien, on peut prendre des retours qui tuent le dialogue, en fait, tout simplement, et qui sont irrespectueux. Donc oui, il y a beaucoup de sociétés, après je peux vous en citer plein d'autres. Il y a Insect qui invente les nouvelles protéines animales. À partir d'insectes, j'imagine. À partir d'insectes, voilà, pour nourrir les animaux. À partir d'insectes, oui, ça s'appelle Insect, donc c'est pour ça. Voilà, après on a d'autres projets qui agissent pas forcément directement sur le changement climatique, mais qui peuvent agir sur une forme d'éducation nécessaire, de l'éducation à distance ou des choses comme ça. Donc voilà, ça va dans le bon sens, et d'ailleurs c'est même possiblement une des forces de la France et même de l'Europe, justement dans l'échiquier mondial par rapport aux autres zones géographiques comme les États-Unis ou la Chine, qui n'ont pas exactement ces racines-là, qui n'ont pas forcément exactement ces valeurs-là, et qui utilisent la technologie autrement. Et nous, on est en train de montrer qu'on peut utiliser la technologie aussi dans le sens, justement, de renforcer nos valeurs. D'ailleurs, ça a été dit par le président de la République lundi soir, c'est ce qu'il avait beaucoup mentionné. Il a dit qu'on avait une chance de justement se positionner dans l'après, peut-être l'après toute technologie, et d'utiliser justement la technologie comme une force, mais pas comme une fin, et de justement construire un monde plus responsable derrière, grâce aux outils technologiques qui ont une force formidable, mais en les aiguillant. Et donc ça, je pense que c'est ce qu'il faut faire. C'est ce qu'on a fait avec Blablacar. Alors parfois on nous dit « Ah oui, mais Blablacar, c'est des centaines de serveurs informatiques, donc ça consomme de l'énergie. » Je dis « Oui, mais en fait, en vrai, par rapport à ce qu'on optimise dans le monde réel, vous regardez, l'année dernière seulement, on a permis l'économie de 1 600 000 tonnes de CO2 sur l'année. C'est plus que l'intégralité de la pollution, enfin des émissions de CO2 du trafic routier de la ville de Paris à l'année. Donc bus et périphériques compris. Donc rien qu'en faisant un peu de covoiturage, on a réussi à diminuer ces émissions de CO2. Et évidemment, l'énergie dépensée à côté par les quelques serveurs qui font tourner le service sont absolument négligeables par rapport à cette optimisation. Donc quand on utilise la technologie pour faire des optimisations du monde réel, eh bien on peut faire des miracles, et il y a plein de sociétés qui sont sur ce créneau-là aujourd'hui. On va justement en profiter pour lancer le débat sur ces belles perspectives. Merci beaucoup. Merci Frédéric Mazella. Merci beaucoup. Bonne soirée. Et je vais appeler avec moi sur la scène le père Frédéric Louzeau. Merci beaucoup. Et Maxime de Rostolan, après vous, je vous en prie. Alors, pour ce débat, voilà. Merci à tous les deux. Le bilan, vous en avez parlé, Frédéric Mazella, vous l'avez esquissé un peu, et vraiment pas brillant en parlant de la Californie, mais il y aurait tant d'autres choses à dire. Malheureusement, nos modes de vie semblent avoir saccagé la planète, notre maison commune. Je vais citer le pape François, c'est tout frais, il l'a dit ce matin pendant l'audience. Dieu pardonne toujours, nous pardonnons parfois, mais la nature ne pardonne jamais. Alors c'est un constat un peu amer, un peu franc, mais je pense que c'est nécessaire. Au cours des 45 dernières années, la population d'animaux sauvages a fondu de moitié. Plus que ça même. Des dauphins du fleuve Amour n'existent plus, aux moineaux de nos villes, rarissimes, du pangolin au maquereau, les animaux aussi simples que vous puissiez imaginer, des forêts primaires de l'Amazonie à Sumatra, dans le monde entier, en passant par le Congo, l'Inde,
La vie animale et végétale se retire à grande vitesse, mais surtout sans bruit. Et des États entiers d'Amérique, de Russie, d'Australie partent en flammes désormais chaque année. Et il n'a jamais fait aussi chaud, vous l'aurez remarqué, à Paris, en cette saison, et ce jour, 16 septembre, depuis 1964. 1964. Ça fait 60 ans. Alors l'origine de ce phénomène n'est pas naturelle, et je pense qu'on va en parler. À la différence des 5 extinctions de masse que notre Terre a déjà connues, nous sommes entrés dans la 6e, qui est dite anthropique, à cause de l'homme. Il y a environ 16 000 ans, avec la colonisation du monde par l'espèce humaine, par plusieurs facteurs, la modification des habitats des différentes espèces, les introductions d'espèces envahissantes, là où elles n'avaient jamais posé la patte, la surexploitation, bien sûr, des eaux, des forêts, la pollution et le changement climatique. Voilà, face à ce défi, une responsabilité, je crois, incombe aux chrétiens et aux hommes de bonne volonté, comme a dit le pape François. L'ampleur de la crise nous demande une conversion profonde et j'espère que vous nous donnerez des clés, qu'on esquissera ensemble des perspectives, des voies et de répondre à cet appel à nouveau du pape François. Le problème n'est pas de savoir comment tu t'en sors aujourd'hui, mais la vie des générations futures. Alors, chers amis, mais quelles sont les pistes à suivre pour rendre l'avenir possible ? Maxime de Rostolan, on va commencer avec vous, parce que vous avez une actualité brûlante. Vous rentrez à peine de Rome, où vous avez justement rencontré le pape François. Et je crois qu'il voulait s'entretenir avec vous de la réception de son texte, Laudato Si, loué sois-tu, son encyclique sur l'écologie, dans l'opinion publique. Ouais, bonsoir tout le monde, merci Alexandre. Oui, effectivement, on est allé voir le Saint-Père avec une petite délégation d'écologistes. Pour ceux qui connaissent, on avait emmené Pablo Servigne, Valérie Cabanès, Gaël Giraud, qui était là également comme représentant de l'Église, Laurent qui était avec nous, et on est parti à une quinzaine, et l'idée était effectivement de lui porter une parole et de le remercier déjà du travail qu'il a livré, parce que c'est un must-read, il faut absolument que tout le monde lise ça, chrétien, pas chrétien, et j'ai rarement vu moi de bouquins aussi précis et aussi bien construits pour expliquer la systémique de la crise qu'on est en train de vivre. Donc on voulait le remercier, on voulait lui dire d'aller plus loin, et nous on demandait aussi ses encouragements pour continuer à créer des ponts, parce qu'à l'heure, effectivement, Frédéric disait qu'il faut discuter. Aujourd'hui, le débat est un peu, comment dire, nauséabond parfois, hein, un petit peu polarisé, un petit peu... Enfin, on est des amis, je crois. Enfin, il y a des insultes qui fusent. On oppose la 5G à la lampe à huile, quand même. Ouais. Donc c'est pas... Enfin, dans un monde qui devrait faire appel... on a quand même quelques années, quelques générations pour avoir construit une forme d'intelligence, où on devrait rester dans la nuance. On se trouve dans un débat qui est un petit peu difficile. Et je trouve que dans les écrits, dans l'encyclique, on voit une forme de colère assez saine, je trouve, du pape qui dit, attendez, qui n'hésite pas. On se disait en allant à Rome, on partageait un petit peu nos sentiments et les ressentis par rapport à cette lecture, qui n'hésite pas parfois même à essayer de pointer du doigt et à dire, mais c'est honteux. C'est honteux. Il y a on parlait un petit peu aussi dans les loges de la dissonance qu'il peut y avoir chez certains croyants, pratiquants, entre ce qui est dit dans les textes et ce qu'ils appliquent dans leur vie. C'est assez terrible et on pense que voilà, il faut discuter aujourd'hui et donc voilà, je disais, il manie un petit peu la honte et de dire, mais en fait, il y a 6 personnes qui détiennent pareil que la moitié de l'humanité. Il y a un moment où il faut juste se dire que c'est pas normal, c'est honteux. Et il faut que... Alors, il n'y a pas un responsable, hein, on n'est pas dans la théorie du complot, il y a des méchants. C'est le système qui est parti en vrille, qui part en vrille, pour une raison d'ailleurs, hein, c'est celle du modèle comptable qu'on nous impose, qui est un modèle uniquement financier, qui fait que l'entreprise la plus rentable au monde, c'est la saoudienne de pétrole. Donc le truc, il n'y a rien, quoi. Je veux dire, il n'y a aucun génie derrière. Ils ont trouvé un puits et ils pompent. Ça fait d'eux l'entreprise la plus rentable. Il faut résoudre ça. Et je pense que le pape, là-dessus, moi, c'est pour ça que j'y suis allé. C'est-à-dire que j'ai grandi dans une famille catholique. Je me suis éloigné de l'Église justement à cause de cette incohérence qu'il y avait entre les paroles sacrées et les actes des gens de ma famille, par exemple. Je trouvais ça complètement fou. Et quand je retournais à l'église depuis quelques années, je me dis mais c'est terrible, quoi. Dans les homélies, il n'y a pas un moment où ils vont essayer de se raccrocher à quelque chose qui parle
aux humains que nous sommes, qui nous relient au beau, qu'on est en train de détruire, etc. Et dans l'encyclique, moi j'ai fait enfin quelqu'un qui peut parler à 1,5 milliard de personnes et qui pointe du doigt ce genre de dysfonctionnement. Et donc voilà. Ça, mon père, on va en discuter aussi. Savoir pourquoi, effectivement, Laudato Si a tant de mal à percer le mur, à entrer sous la nef des églises, à se faire entendre des paroissiens que nous sommes, des ouailles que nous sommes. Je ne vous ai pas présenté Maxime de Rossolan, donc entrepreneur écologiste. Vous avez fondé les fermes d'avenir, Blue Bees et aujourd'hui des pépinières participatives dont vous nous direz un mot. Et Père Frédéric Louzeau, vous êtes responsable de la chaire Laudato Si du Collège des Bernardins, docteur en théologie, en philosophie. Alors, pourquoi ça ne marche pas? D'abord, quel est votre regard? Qu'est-ce que vous vous êtes dit, vous qui êtes féru d'écologie, quand la lettre encyclique est sortie il y a 5 ans? Enfin, il était temps. Moi, ça a été un choc quand j'ai commencé à lire ce texte. C'est une des premières fois où un pape nous annonce une encyclique. Parce que si vous vous souvenez bien, plus de 6 mois à l'avance, il avait dit qu'il sortirait cette encyclique pour accompagner la préparation de la COP21. Et je me souviens que j'avais demandé à Hulot, qu'est-ce que tu attends, toi, de ce... Le pape va écrire un texte sur l'écologie, qu'est-ce que tu en attends? Et il m'avait dit, j'attends que le pape mette ces questions socio-environnementales au plus haut niveau de radicalité. Et c'est ça que j'ai ressenti. Parce qu'en lisant ce texte la première fois, je me suis dit la chose suivante, je connaissais ces questions déjà, mais je me suis dit, il est en train de nous parler du salut, en fait. Alors je vais essayer de dire ce que je comprends là-dedans. Le pape nous dit que lorsque nous nous affrontons à ces questions dont on parle tous les jours dans tous les médias, de changement climatique, d'extinction, de la biodiversité, etc., il est question du salut de l'humanité, en fait. Et dans les deux sens qui sont indiscernables et inséparables, le salut de l'humanité, c'est d'une part au sens de la survie, c'est que l'habitabilité de la Terre est en train de diminuer. Il faut quand même se rendre compte que les zones où nous allons pouvoir développer des familles, des civilisations humaines, ces zones sont en train déjà de diminuer. Voilà. Donc c'est le salut au sens le plus physique du terme. Et dans un sens plus radical, plus eschatologique, comme on dit en théologie, c'est la question de savoir quoi nous habite. Dans quel état spirituel sommes-nous lorsque nous voyons ce saccage de la terre? J'aime beaucoup marcher au bord de la mer. Ma famille a une maison dans le Cotentin, donc en Normandie. Et je marche le long de la mer et je vois, au cours des mois, se déverser des déchets. C'était pas comme ça il y a 40 ans. Il s'est passé quelque chose. Et je me demande depuis des années qu'est-ce qui nous habite dans notre cœur, dans notre expression, pour que nous soyons capables de faire de la mer une telle poubelle. Et c'est ce que dit le pape au début. Moi, au fond, si vous n'avez pas encore lu Laudato Si, je vous conseille le numéro 2 et de l'apprendre par cœur et en quelque sorte de le méditer toute votre vie. Parce que le pape nous dit quand même quelque chose que, et là aussi, c'est pas simplement les chrétiens qui le disent et qui devraient l'entendre, il dit que l'état de saccage de la terre que nous voyons autour de nous, ce n'est encore qu'un symptôme. Il dit c'est la violence du cœur de l'homme qui se voit là au bord des océans, qui se voit dans les forêts qui brûlent, etc., etc., etc. Et c'est pour ça qu'il est question de salut. J'ai beau aller à la messe, j'ai beau prier chaque jour, si au moment de ma mort je me retrouve devant le Seigneur et qu'il me dit qu'est-ce que tu as fait de cette violence de la civilisation dans laquelle tu habitais? Est-ce que tu l'as laissé coloniser tes pensées, tes désirs, ton affectivité, ou est-ce que tu as essayé de lutter contre cette violence? Vous voyez, c'est pas la même chose. Voyez, c'est la question du salut, c'est-à-dire c'est la question quand nous rendrons compte de notre vie devant Dieu, le Seigneur nous demandera compte pas simplement de notre vie individuelle, mais de la forêt qui est au bord de chez nous, voilà, des espaces, des animaux que nous rencontrons, des plantes, etc. C'est le qu'as-tu fait de ton frère, mais adressé à toute la nature. Exactement, Ouais. c'est exactement ça. Et c'est pour ça que j'ai été frappé, parce que
j'ai été bouleversé en fait. Le cardinal 23, depuis plus de 10 ans, disait aux théologiens de cette maison, là, des Bernardins, vous devriez réfléchir de nouveau à ce qu'on appelle le salut, à la prédication du salut. Et j'avoue qu'il y a 10 ans, je ne savais pas du tout quoi répondre à mon archevêque. J'étais bien ennuyé. Et c'est en lisant ce livre, Laudato Si, que je me suis dit, mais ça y est, je sais où il faut chercher. Peut-être que je peux le dire d'une autre manière. On parle dans ce texte, dans Laudato Si, mais le pape Paul VI en parlait déjà, et Jean-Paul II, Benoît XVI aussi, de conversion écologique. Je ne sais pas si c'est un terme que vous avez déjà entendu, conversion écologique. Et on le comprend très mal. On a l'impression que le pape nous invite à entrer à Europe Écologie Les Verts ou à travailler avec Maxime, ce qui est très bien, hein, c'est sûrement une bonne chose. Oui, à devenir nous-mêmes écologistes militants. Ce n'est pas ça du tout, la conversion écologique. Ce que veut dire le pape, je vais le dire de deux manières différentes. Conversion en hébreu se dit teshuva. Dans l'Ancien Testament, c'est tuer sur une voie de mort, par tes choix, par ta manière de vivre, par ton comportement. Tu es sur une voie de mort et puis des prophètes viennent t'alerter. Tu devrais avoir honte, effectivement, d'être là. Et la conversion, ça consiste à faire demi-tour. C'est à quitter le chemin de la mort pour retrouver le sentier de la vie. Bon. Donc c'est ça la conversion écologique, c'est que collectivement et individuellement, nous sommes sur des chemins de mort. Il faut le dire. Avant de parler de conversion et de l'anecdote que le pape François vous a confiée à vous en direct, l'histoire de sa propre conversion à l'écologie, sa rencontre avec les Indiens, je voudrais qu'on comprenne juste pour faire un rapide diagnostic pourquoi est-ce que nous avons vécu si longtemps dans l'insensibilité écologique. Pourquoi ? Enfin, on a tous enfants entendu parler de cet animal légendaire de l'île Maurice qu'on appelle le dodo, vous vous rappelez, qui était si gros et lourd et appétissant et qui ne pouvait pas voler, qu'il était facile à chasser. Il a été tué à la fois par les colons que par les rats qu'ils avaient embarqués avec eux sur leur navire et qui ont décimé et éteint cette jolie créature il y a seulement 200 ans. Mais aujourd'hui, c'est tous les jours que l'on assiste à ça. Et des animaux peut-être moins mignons, peut-être inconnus, mais aussi des biotopes qui disparaissent sous nos yeux. Pourquoi cette insensibilité ? Maxime de Rostolan. Si j'avais la solution, ce serait réglé, quoi. Non, je pense qu'il y a un vrai problème culturel de ce qui est en train de se passer. J'ai vu un truc, c'est tout récent, là, j'ai vu le truc sur Our Social Dilemma, notre dilemme social, c'est sur les réseaux sociaux et ça montre comment on est en train d'être manipulé quelque part par l'intelligence artificielle qui est certainement à la base un fond pas mauvais ou machiavélique, mais qui est en train de polariser clairement les esprits. Et je pense qu'il y a plein de gens qui préfèrent... Enfin, c'est comme dans le deuil, il y a plein de phases. Il y a la phase du déni. On reste pour beaucoup de gens dans cette phase du déni. Et tant qu'il reste des gens qui parlent fort, qui continuent d'agiter, qui sont des marchands de doute et qui continuent à dire mais non, en fait... Enfin, Trump, hier, a dit vous verrez, ça va refroidir, quoi. Enfin... Il y a un moment où quand des gens ont une telle surface médiatique et continuent à dire des choses comme ça, il y a plein de gens qui se rangent derrière parce que c'est plus confortable. Et qu'effectivement, il faut aller chercher au plus profond de soi pour se dire, OK, en fait, je vais peut-être pas revenir à la lampe à huile, mais il y a des trucs que collectivement, on devrait s'interdire de faire. Et on nous dit, vous n'êtes pas des marrants, vous êtes des... Enfin, voilà, l'écologie de être contre, punitive, être anti, tout, être punitive. Ouais. L'exemple de Blablacar montre qu'en fait, il y a 30 ans, on aurait dit non, mais en fait, t'inquiète, tu vas partager ta voiture. Les gens disent, oh là, mais vous êtes barbant, etc. Mais non, mais en fait, ça a une valeur ajoutée dans le capital social, qui est dans le capital humain, qui est énorme. Et là, on est en pleine... C'est des activités qui font croître le capital humain. Et moi, je suis pour la croissance du capital naturel, pour la croissance du capital humain. Le capital financier, si c'est nécessaire, et ça l'est sans doute, pourquoi pas, mais pas au détriment et pas déconnecté de ça. Et donc, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se réfugient dans le récit qui leur est raconté. Ça, c'est très cher à Cyril Dion et à tout. Voilà, on sait qu'il va falloir embarquer les gens dans un nouveau récit. Et moi, ma crainte, c'est qu'on n'y arrive pas forcément, justement parce que beaucoup de gens campent sur leur position et font d'ailleurs leur personnalité, leur notoriété sur ça, font de leur notoriété là-dessus.
Et ça embrouille l'esprit, quoi. Il y a un moment où il faut juste se dire la vérité. Et le pape la donne, la vérité. Hein. Il dit, il faut désinvestir des énergies fossiles, il faut... De manière très crue. C'est très fort, je veux dire. Il va sur des positions politiques qu'on n'espérait pas, presque. Et je pense qu'il y a beaucoup aujourd'hui de dirigeants politiques qui sont en totale contradiction avec ce que dit le pape, et pourtant ils se réclament de l'Église. Vous me tendez une perche, je vais le citer, et puis comme ça, peut-être, Père, ça vous permettra de nous éclairer sur l'insensibilité. Longtemps, l'économie agraire a vécu du produit de sa terre. Et peut-être éclairé à la lumière, c'est le numéro 71 qui cite le Lévitique. Et c'était quelque chose qui m'a beaucoup frappé, parce qu'il y a quelques années encore, c'est vrai, quand le livre dit « Tu ne glaneras pas ta moisson, tu ne grappilleras pas ta vigne, tu ne ramasseras pas les fruits tombés dans ton verger, tu les abandonneras aux pauvres à l'étranger. » J'ai quand même le souvenir que l'on en trouvait le long des routes de ces pommes de terre, betteraves, tombées du camion ou pas, passer au travers des griffes comme ça de l'extracteur. C'est plus le cas aujourd'hui. Et peut-être qu'on paye tous cette déconnexion de la lettre, de la sagesse ancestrale, biblique, pour une surexploitation permanente de tout. Faire de l'argent avec tout jusqu'à la dernière pomme tombée de l'arbre. Est-ce qu'il y a quelque chose de ça dans ce défaut de conscience ? C'est sûr que l'argent joue évidemment un rôle crucial, ça c'est dans l'Évangile. Donc je suis très frappé par cette question de l'insensibilité écologique. C'est ce que je vous disais il y a déjà quelques jours. C'est qu'en fait, il ne faut surtout pas qu'on se dise qu'on est en train de découvrir quelque chose. C'est-à-dire que depuis le début de l'ère industrielle, aujourd'hui les grands historiens de l'environnement le montrent de manière extrêmement précise, il y a toujours eu des voix pour alerter sur les dommages écologiques liés au développement industriel. Donc, depuis la fin du XVIIIe siècle, c'est le cas. Et à chaque fois, ça on peut vraiment l'instruire historiquement, à chaque fois, on n'a pas tenu compte de l'alerte, au nom de la modernisation de la société. Exactement, pour vous détendre, moi, ma formation, c'est ingénieur en génie atomique. Vous voyez, ceux qui me connaissent sachent que je ne viens pas d'une famille écolo. Et je m'apprêtais à construire des centrales si je n'avais pas eu cette vocation pour être prêtre. Bon. Mais c'est très intéressant d'étudier le cas de l'accident de Tchernobyl. L'accident de Tchernobyl, ce sont des ouvriers, des techniciens qui ont agi sur la turbine, donc la partie vapeur. Et il y a des rétroactions sur la partie nucléaire. Et la centrale était quand même pas trop mal faite parce qu'ils ont commencé à faire des choses qu'il ne fallait jamais faire. Le cœur a commencé à avoir des problèmes et il y avait des alertes, vous savez, des témoins verts là, ou rouges qui clignotent. Et on sait qu'ils les ont chantés à chaque fois. Et qu'ils en ont chanté plus d'une douzaine comme ça, avant que la réaction devienne incontrôlable. Vous voyez. Donc c'est exactement ce que nous avons fait du point de vue des écosystèmes. C'est qu'il y a eu plein d'alertes depuis 230 ans sur ce qui est en train de se passer. Et comment se fait... Oui, je pose la question, comment se fait-il qu'à chaque fois, nous avons fait comme les ouvriers de Tchernobyl, nous avons ignoré, chanté l'alerte. C'est parce que je pense que, alors après, oui, c'est des questions très profondes, philosophiques et théologiques. Nous sommes habités dans notre civilisation par un mythe qui est central, qui est ce mythe d'un progrès indéfini de l'humanité par les sciences et les techniques. C'est aux chrétiens notamment de dénoncer cette croyance. Cette croyance est mortelle. Attention, je suis ingénieur, je sais très bien que la technique fait partie de notre vie, qu'elle est même en quelque sorte, qu'elle glorifie le pouvoir de l'homme, tout ça je le sais très bien. Je ne suis pas du tout là aussi pour prendre une huile, une lampe à huile, vous ne prenez pas là. Le problème c'est de reposer sa confiance pour l'avenir sur cette question-là. Et c'est là où la question de l'espérance chrétienne intervient, c'est-à-dire que nous sommes aujourd'hui à la croisée de deux... Au fond, face au défi qu'on essaie de balayer, je vois deux impasses. Je vois l'impasse de la collapsologie, donc qui annonce l'effondrement de la civilisation thermo-industrielle, donc qui prédit que dans quelques années, etc., cette civilisation s'effondre. On n'en sait rien, on n'en sait vraiment rien. Et puis, il y a l'autre branche qu'on pourrait appeler celle de la résilience, qui imagine que nous aurons toujours des trouvailles, des artefacts techniques pour nous en sortir. Je pense que ces deux voies sont irrationnelles, en fait. Et la voie de l'espérance chrétienne, elle est entre les deux. Et ce que je pense être l'espérance chrétienne, ou même l'espérance tout court, si vous voulez, dans cette question, c'est
certainement pas de faire croire que nos efforts vont forcément nous rendre la vie plus facile et que nous allons retrouver un climat qui soit propice à la vie humaine, etc. Nous n'en savons rien, nous n'en savons mais vraiment rien. Ça, je crois qu'il faut être très clair. Donc ce n'est pas de promettre n'importe quoi que notre situation va s'améliorer, nous n'en savons rien. Ce n'est pas... l'espérance chrétienne, c'est de pouvoir affronter, ou bien ce n'est pas non plus ce qu'on pourrait être l'espérance chrétienne, c'est pourrait de dire, bah oui, tout va aller de plus en plus mal, la vie devient de plus en plus difficile, mais au moins on ira au ciel, si on se convertit. Mais non, mais c'est pas ça non plus. L'espérance, c'est pas simplement pour l'au-delà ou pour le jour de ma mort. L'espérance, c'est pour aujourd'hui, c'est que Dieu est présent à cette humanité et à cette terre, il l'aime tellement qu'il nous donne la capacité d'affronter humainement et dignement ce que nous sommes en train d'affronter. Je vais lire la fameuse phrase qui a déjà fait couler tant d'encre. C'est pas le plus intéressant. Non, mais que tout le monde remette un peu, parce que certains l'ont peut-être pas entendu. J'entends beaucoup de voix qui s'élèvent pour nous expliquer qu'il faudrait relever la complexité des problèmes contemporains en revenant à la lampe à huile. Je ne crois pas que le modèle Amish permette de régler les défis de l'écologie contemporaine. Voilà. C'est tout. Je referme les guillemets. Maxime de Rostolan. Il faut ensuite qu'on parle de comment agir sur le présent. Voilà. C'est toujours cette histoire de caricature qui est débile, quoi. Parce que moi, si j'étais dessin caricaturiste, j'aurais dessiné le président sur un jet ski cet été, à l'heure où en fait on sait très bien que c'est débile de faire ça et de propager ce genre d'image, mais je suis pas dessinateur de presse. Et il se caricature lui-même. Donc, bref, on n'est pas là pour parler politique, ou un peu, ou en tout cas pas nommément, parce qu'à la limite, je pense que le président actuel ne fait qu'hériter d'un système qui a de toute manière imprimé sa direction depuis bien longtemps, et qu'effectivement, est-ce qu'on aura le temps de redresser le gouvernail ? Je sais pas. La collapsologie, elle annonce pas l'effondrement, elle étudie toutes les pistes qui convergent pour dire qu'en fait, c'est en train, que le système est en train que tous les verrous sont en train de péter et que ça vrille, quoi. Et alors maintenant, comment est-ce qu'on espère ? Je pense que je vais reprendre les paroles du pape François quand nous y étions. Il disait, on a perdu, on ne sait plus conjuguer les trois langages nécessaires. Le langage de la tête, donc la réflexion rationnelle, le langage du cœur, donc ce qui nous habite, ce qui est beau, ce qui est les émotions, les émotions, et le langage des mains, du faire, en fait. Et je pense que beaucoup d'entre nous, et moi le premier, on n'arrive pas justement à être dans cette articulation fine qui permet de trouver un juste chemin qui ne soit pas extrémiste, qui ne soit pas violent, qui ne soit pas insultant, qui soit rationnel aussi. Et donc je pense que c'est là-dedans qu'on peut essayer de trouver des pistes. Et moi personnellement, après avoir fait monter des fermes, prouver que le modèle économique était pas viable, avec le modèle économique actuel, montrer qu'il y a une distorsion de concurrence qui est imposée par le système entre l'agriculture industrielle qui paye pas ses charges, qui paye pas les externalités, qui est subventionnée à 10 milliards, qui laisse des gens se suicider parce qu'on les voit plus et parce qu'il n'y en a plus beaucoup, il y a plus que 2% de la population. Donc il y a une vraie distorsion de concurrence à l'avant en faveur de ce modèle, et l'agroécologie, en gros, il y a quelques changements structurels à faire, notamment rémunérer les services écosystémiques rendus. Donc ça revient à dire, est-ce qu'on rend service globalement au système, ou est-ce qu'on se tire une balle dans le pied en continuant avec le modèle dominant ? Et donc j'ai vu les limites en fait des institutions, et c'est là que j'ai décidé de lancer un mouvement citoyen avec des jeunes qui s'appelle La Bascule. Et donc c'est un mouvement où il y a une centaine de jeunes qui ont arrêté leur école pendant 1 an et qui sont venus donner de leur temps pour faire la révolution, en gros. C'était assez flou, le programme, mais ils sont quand même venus. Ils ont habité ensemble pendant 8 mois dans un hôpital en Bretagne, et puis ils ont voulu continuer à habiter ensemble et essayer de faire des choses sur leur territoire. Ils se sont fait offrir un couvent en Bretagne, donc ils se sont installés, il y a 28 chambres, on leur offre une caserne en Bourgogne, un collège en Normandie, donc il y a plein de lieux qui, hier, devaient mourir, qui sont en train de revivre et de faire de l'impact sur leur territoire. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas de modèle économique derrière, donc c'est là où on rebranche la tête, on fait, attends, c'est bien, tu vis bien, tu as les mains dans la terre, mais en fait, si jamais il y a un problème, tu ne sais pas repayer le toit, donc comment tu fais ?
Et c'est là que, donc ça c'est le premier ingrédient de l'idée que je suis en train de mettre en place. Et le deuxième ingrédient, c'est quelque chose qui nous relie, et c'est le pape en a parlé aussi, c'est avec les racines, c'est dire il faut savoir. Et l'image des racines, on peut faire des métaphores à l'infini, l'image de l'arbre aussi. Hein. Et donc du coup l'idée c'est qu'il faut planter 1000 milliards d'arbres sur notre planète si on voulait capter 2/3 des gaz à effet de serre qui ont été émis depuis l'ère pré-industrielle. 1000 milliards d'arbres, au rythme auquel on va, dans le monde, là il nous faudrait 100 000 ans. Donc en fait, on planterait les premiers arbres, ils seraient morts au moment où on a... Bon, bref. Donc du coup, c'est trop long, il faut faire fois 10 000 par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui. Et donc, il y a plein d'étapes. Il faut trouver des semences, il faut produire des plants, il faut trouver des parcelles, il faut organiser des chantiers de plantation. Enfin, et c'est pour ça que vous êtes lancé dans cette idée. Et c'est là que je me suis dit, en fait, un des goulots d'étranglement de ce chantier qui nous incombe, hein, il faut planter 1000 milliards d'arbres. Il n'y a pas photo. Enfin, on peut le dire dans tous les sens. Il faut, là, ça crame, on perd des centaines de milliers d'hectares chaque jour. Il faut planter plein d'arbres, si possible dans les champs, hein, parce que la forêt, on ne sait jamais refaire une forêt comme la nature l'a fait. Donc, concentrons-nous sur les champs. Et en gros, je me suis dit, ces lieux que les jeunes et que les citoyens ont envie d'ouvrir, et parce qu'ils trouvent que c'est une expérience irréversible de vivre ensemble 9 mois autour d'un projet de société qui les dépasse avec l'intelligence collective, etc. Eh bien, je me suis dit, on va faire des pépinières participatives et on va essayer de planter des milliards d'arbres dans le monde et créer des lieux de transition personnelle et de territoire et écologique. La question, c'est maintenant comment on fait pour financer. Et c'est là la solution, d'après moi, elle est dans la désobéissance. Dans la désobéissance civile, d'une certaine manière, si on veut protester, et voilà, mais dans la désobéissance surtout au modèle économique. C'est de dire non, en fait, Frédéric parlait du long terme. On pense que court terme, aller voir des investisseurs pour leur parler d'arbres et où vous lui dites, mais en fait, vous allez les récolter dans 20 ans. Oh, 20 ans, laisse tomber, même pas. Alors que c'est ça qu'il faut réussir à introduire dans la culture et dans la culture de l'entrepreneuriat, je pense. Et moi, dans un premier temps, j'aimerais que ce soit même l'État et les collectivités locales qui s'emparent de ce chantier et qui investissent dans notre capital naturel. Hein, il a fallu des masques du jour au lendemain, le jour où on a vu que ça se propageait. Là, il fait 50 degrés à Los Angeles. Quand il fera 50 degrés 4 années de suite, il faudra des arbres, quoi qu'il en coûte. Le problème, c'est que les arbres, ça met un peu plus longtemps à pousser que les masques, quoi. Donc, il faut commencer dès maintenant à investir dans le capital naturel. Je ne sais pas quelle est la martingale économique et financière, le véhicule financier qu'on peut monter là-dessus. Je suis sûr qu'il y en a un. C'est sûr, il n'y a rien de plus rentable qu'un arbre. Ça coûte 10 € à planter et ça coûte au moins 200 balles quand on le coupe. Donc, je ne doute pas qu'on trouvera un truc. Mais dans un premier temps, j'aimerais que ce soit l'État qui montre la direction. Et c'est un peu... voilà, moi, c'était l'idée que je voulais passer au pape. On n'a pas eu le temps de passer toutes les idées qu'on voulait. On lui prépare un petit courrier avec plein de bullet points. Mais en tout cas, c'est pour ça que j'ai offert un olivier, parce que je pense que c'est absolument indispensable. Et autant, on ne sait pas, la voiture électrique, l'énergie nucléaire... Enfin, il y a plein de sujets qui sont... toujours matière à débat. L'arbre, il n'y a pas de débat. Il faut le faire. Et si on ne le fait pas, de toute manière, c'est grillé. Donc voilà, donc c'est un peu le projet que je suis en train de lancer. Bon, Père, la conscience écologique, pour chacun d'entre nous, comment on s'y met, par quoi on commence? Si je le savais. Et pour vous, par exemple? Mais peut-être vous raconter un petit peu, peut-être donner un témoignage, parce que justement, rien ne me prédisposait dans mon histoire, mon expérience, à un jour essayer d'entrer dans cette conscience écologique. Vous voyez, je suis un fils d'officier de marine. Mon père a été sous-marinier notamment, et c'est lui qui a mis en place la dissuasion nucléaire. Voilà. De même, moi j'ai fait des études d'ingénieur et je me suis formé dans la physique nucléaire. Bon, voilà. Donc j'avais la tête dans les galaxies, les étoiles et cette énergie-là. Donc on ne peut pas dire que... S'il y avait nos vacances... dans des beaux endroits de France, qui ont peut-être éveillé quelque chose. Non, je peux vous dire trois choses qui ont marqué cette prise de conscience. Tout d'abord, ce que je vous ai dit, je ne reviendrai pas dessus, sur le fait qu'en marchant au bord de la mer, je marche dans les plastiques, les cochonneries, les ferrailles. Voilà. Bon. C'est dans la Manche, donc ça veut dire que vous avez 2/3 du trafic mondial maritime qui passe là. Et, voilà. Et la mer est une poubelle pour pas mal d'équipages. La deuxième chose, c'est peut-être encore bien plus important pour moi, c'est lorsque j'ai participé à ce qu'on a appelé le sommet des consciences. Je ne sais plus quand Nicolas Hulot a organisé cela,
peut-être un an après Laudato aussi, je ne sais plus, 2016 peut-être, au Conseil économique et social et environnemental, ici à Paris. Et il avait fait venir quelques-uns de ses amis, des Indiens Sarayaku, donc de l'Équateur, donc des tribus amérindiennes, alors qui sont bien sûr, comme il y avait plein de journalistes partout, ils avaient des plumes. Vous voyez. Alors je dis très bien, c'est très joli, tous ces habits, ces costumes. Mais quand ils ont commencé à ouvrir la bouche et à simplement témoigner de ce qu'ils vivaient, moi j'ai pris un choc très profond, parce que voilà, pour dire très bref, voilà ce qu'ont raconté ces quelques femmes et hommes qui avaient traversé quand même l'Atlantique pour venir nous parler. C'est qu'ils habitent un endroit de la forêt équatoriale extrêmement dense, mais qui, pour leur malheur, est riche en pétrole. Jusqu'à un certain moment, le gouvernement équatorien avait protégé cette zone des grands groupes internationaux pétroliers, et puis ensuite ils les ont abandonnés. Et donc ces groupes se sont installés manu militari dans ces endroits-là, imaginant que ces forêts étaient vierges. Elles ne sont pas du tout vierges. Il y a précisément des êtres humains qui habitent là, il y a des populations humaines. Et ce qui est arrivé, c'est qu'il y a eu pas mal d'endroits de cette forêt qui ont été souillés par des fuites de pétrole. Une fois que le pétrole se met dans la forêt, eh bien les plantes, les animaux meurent. Et donc le gouvernement équatorien, bien sûr qu'il n'est pas avare d'idées, leur a proposé d'aller vivre dans la capitale en leur disant « Mais écoutez, vous vivez là dans cette forêt où il fait très chaud, vous n'avez pas l'eau courante, vous n'avez pas de toilettes, vous n'avez pas de médicaments, etc. Vous n'avez pas l'électricité, bien sûr. Nous vous offrons tout ça dans des immeubles très modernes et très confortables. » Et justement, il disait, mais ce n'est pas possible. C'est-à-dire que si nous quittons cette forêt, nous perdons notre âme, nous perdons notre culture. Nous cessons d'être des humains, en fait. Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. Et il nous a raconté aussi qu'ils se sont mis à faire de la résistance de plus en plus active à tout ce qui se passait chez eux et à ce saccage, et que des milices sont venues assassiner certains d'entre eux. Et la femme qui parlait avait une quarantaine d'années, elle avait vu son père tué par balle, assassiné devant elle. Voilà. J'ai compris à ce moment-là ce que dit le Saint-Père quand il dit que la crise environnementale, la crise sociale sont intimement liées. En fait, oui. Tous ces forêts qui brûlent aujourd'hui en Amazonie ne sont pas vides. Et pour moi, ces tribus dites autochtones ou amérindiennes ou aborigènes, elles sont, pour reprendre des expressions des années 60, elles sont l'avant-garde de l'humanité. C'est-à-dire qu'elles sont en train elles ont vécu déjà ce que nous allons tous vivre les uns après les autres. Nous allons quitter notre sol, en fait. Quitter notre sol sans avoir peut-être même à bouger. C'est-à-dire que nous allons perdre progressivement ces terres, ces paysages que nous aimions beaucoup. Je vais donner un exemple. Je passe une partie de mes vacances dans le Jura, donc il y a la Normandie du côté maternel et le Jura du côté paternel. Je connais la forêt comme ma poche parce que depuis que je suis tout petit, grâce à des oncles botanistes, j'ai appris à habiter cette forêt. Elle est en train de mourir. Je vous dis, elle est en train de mourir. À cause de la chaleur. Notamment. Donc les sapins sont en train de mourir à cause de la chaleur. Les épicéas meurent à la fois de la sécheresse-chaleur et d'un parasite. Les hêtres sont en train de mourir et le frêne aussi est en train de mourir. Les frênes sont en train de mourir de la calarose ou une maladie. Voilà. Donc ça veut dire que la forêt, comme je l'ai connue petit, est en train de changer. Et je suis très impressionné parce que même le maire du village qui a été réélu pour son 4e mandat a conscience que la forêt est en train de disparaître, tel qu'il l'a connue lui aussi, et qui a fait la richesse aussi des habitants. Hein, vous voyez, nous allons tous vivre cela dans les années à venir. Il faut que nous en soyons conscients. Donc le témoignage de ces Amérindiens est absolument capital. Absolument capital. Et le pape a dit à Maxime, à Laurent, que vous savez, le pape François, là aussi, il ne faut pas imaginer un écologiste qui, depuis qu'il a 10-15 ans, non, il l'a découvert en 2007. Il était cardinal archevêque de Buenos Aires. Il s'est rendu, il a présidé une grande assemblée des évêques latino-américains à Aparecida. Et là aussi, des chrétiens amérindiens, des chrétiens de la forêt amazonienne sont venus témoigner. Et pour lui, c'est l'électrochoc. Donc c'est pour ça, vous voyez, c'est pour ça que même le mot écologie est assez trompeur, je crois, en France. Dès qu'on entend écologie, on entend soit extrême gauche, donc évidemment tout le monde, beaucoup ferme leurs oreilles, ou on entend protection de la nature. Mais
c'est de civilisation dont il est question, c'est d'humanité dont il est question. Voilà. C'est ça qui... Est-ce que nous allons vivre vraiment comme des hommes ou comme des sauvages, voilà, comme des brutes? Et je suis désolé d'y revenir, mais pour chacun d'entre nous, savoir par où ça commence. Parce qu'on n'a pas tous la chance, comme vous, comme le pape François, qui le raconte, qui vous l'a raconté, et dans de rencontrer en 2007 à Aparecida, effectivement, des personnalités avec des plumes sur la tête, mais qui en fait étaient ministres de l'éducation de leur État, du Mexique ou de je ne sais où, et tel autre prof à Sciences Po, etc., et qui avaient su conserver effectivement l'âme de leur peuple et la tendresse, le langage du cœur, de la tête, des mains et la tendresse, et qui nous manque tant. Nous, qui n'avons pas vécu cela, par où est-ce qu'on peut commencer? Je vais citer Bruno Latour, peut-être que ça permettra de lancer quelque chose, parce que je sais que vous êtes pressé, que vous devez partir après. Il posait la question, où atterrir après la pandémie? Et c'était lorsque l'on a recensé tous, ces derniers mois, parmi nos activités, celles que nous avons dû suspendre, maintenir ou carrément abandonner. Et à notre retour de confinement, ou lorsque nous avons repris le cours normal de nos activités, lesquelles d'entre elles nous ont vraiment manqué? Parmi celles qu'on avait dû abandonner, quelles sont celles dont on ne voulait plus avoir en mémoire, et quelles sont celles auxquelles on voulait se mettre? Est-ce que ça, c'est une idée? Ah oui, ça c'en est vraiment une. Donc pour dire les choses, avec ce philosophe français, Bruno Latour, nous travaillons depuis plus de 3 ans ici au collège, et nous l'accompagnons dans ce qu'il appelle ses ateliers d'autodescription, et nous en avons même fait une traduction pour les paroisses. Ce sont des exercices, pourrait-on dire, pratiques que l'on propose à soit des communes, soit des communautés chrétiennes, des paroisses, pour apprendre à s'autodécrire, à autodécrire les conditions matérielles de sa propre vie. De quoi dépendons-nous vraiment? Qui dépend de nous? De quoi avons-nous vraiment besoin, etc. C'est un exercice extrêmement concret, en fait. Et nous avons mis en place toute une pédagogie parce que, en fait, au départ, c'est très difficile de faire cet exercice parce que, je crois, en raison de cette mondialisation néolibérale, nous vivons complètement hors sol. Nous n'avons plus conscience d'où vient l'eau que nous buvons, les plantes que nous mangeons, les animaux, etc. Et il faut faire un travail pour réatterrir, justement. Mais ça, c'est tout à fait possible, bien sûr. Ça peut être long, mais c'est tout à fait possible. Et il y a vraiment et vous savez, c'est intéressant quand on le fait faire à des groupes. On demande toujours à la fin, une fois qu'on a fait les différents ateliers, qu'est-ce que ça vous apporte? Est-ce que vous êtes content d'avoir fait ça? Et tous disent, on ne sait pas à quoi ça sert. Parce qu'évidemment, ensuite, comment on va changer? J'en sais rien. Mais on est tous libérés et heureux. Parce que là, de nouveau, il y a quelque chose d'aliénant, en fait. Nous sommes malades, hein, il faut vraiment, je le redis. Nous sommes atteints d'une maladie très profonde. C'est ce qu'il dit au numéro 2. Il y a une pathologie qui nous habite. Et ces exercices style ou atterrir, d'autodescription, sont des petits exercices pratiques pour se réancrer quelque part. Et à partir du moment où on est réancré quelque part, on sait quoi défendre, on sait on apprend quoi changer, etc. Un exemple que donne souvent Bruno Latour, c'est comment est-ce possible que la majorité d'un peuple comme l'Angleterre vote le Brexit, et ensuite, quand on commence les discussions, non terminées d'ailleurs, pour essayer de s'accorder maintenant sur un divorce, beaucoup s'aperçoivent que l'Angleterre va être perdante du point de vue économique. Pourquoi ils ne le savaient pas avant? Parce qu'ils n'avaient pas conscience de toutes les interactions, interdépendances avec l'Union européenne. Vous voyez, ils vivaient hors sol. Et il y avait des gens qui avaient tout à fait intérêt à ce qu'ils continuent. Il y avait beaucoup d'hypocrisie, tout le monde le savait. Aussi. Bien sûr. Mais pourquoi une majorité de personnes se laissent entraîner dans ce type de mouvement? Et s'ils avaient appris à autodécrire de quoi ils dépendent pour vivre, ils se seraient peut-être mis... En revanche, ils ont été bons pour décrire les peurs. Ça, oui, mais c'est... Oui. Voilà. Vous voyez où ça mène. Hein. Bien sûr. Les ferments de division. Maxime. Non, clairement, la sensibilisation et la prise de conscience est nécessaire, et elle peut être hyper longue, et d'autant plus qu'elle est... qu'elle est parasitée par des gens qui n'ont aucun intérêt à ce que le monde change, et qui donc sèment le doute, comme je le disais tout à l'heure. La prise de conscience, c'est une chose. Moi, je me rappelle de Hulot à l'époque, avant Rio mais Vinci, Rio plus 20, donc en 2012, qui a décidé de ne pas y aller, qui a dit, écoutez, j'y vais pas, on va encore parler du constat, et ça ne m'intéresse pas.
entre 2012 et 2015, donc la COP21, il s'est passé pas mal de choses et on a voulu passer la seconde et dire bon, action, qu'est-ce qu'on fait? Et on voit que les États ont du mal même ne serait-ce qu'à ratifier leurs engagements, et on sait que de toute manière, même s'ils les ratifient, ils ne sont pas en mesure de les tenir. Donc du coup, ça nous met devant l'immense responsabilité qu'on confère à l'État, et on dit en fait, bon après, clairement, on ne peut pas tout attendre de l'État, et l'État, enfin je me souviens quand Hulot était ministre, il disait j'ai besoin de vous, quoi, j'ai besoin que vous mettiez dans la rue, voilà, pour pousser des mesures, etc. Donc on n'a pas réussi à identifier à l'époque, et c'est le petit miracle entre guillemets de la Convention citoyenne pour le climat qui permet au moins de poser 150 mesures fortes sur lesquelles on devrait pouvoir se mettre d'accord, en tout cas en démocratie. Donc ça, c'est la partie qui est un peu... voilà, il y a plein de gens qui échappent à ça, enfin qui s'extraient, qui s'épargnent ça parce que c'est chiant. En revanche, il y a soit avec soi. Et qu'est-ce qu'on peut faire soi? Et évidemment, là, on revient sur les petits pas. Pour reciter à nouveau le ministre, quand il a démissionné, il a dit, écoutez, c'est plus l'heure des petits pas, il faut faire des énormes pas en avant, et on ne fait pas du tout ça. Donc lui, il jouait son rôle de ministre. Néanmoins, les petits pas existent et ils permettent à ceux qui vont voir le monde d'après de s'y préparer un petit peu, quoi. Enfin, je veux dire, moi, ça fait 15 ans que je fais ça fait 10 ans que je fais Blablacar. Je n'aurai pas de problème le jour où les voitures individuelles seront interdites et où il faudra se mettre en bagnole avec quelqu'un d'autre. Ça va peut-être être plus compliqué pour d'autres gens. Pareil pour les histoires. Donc les petits gestes, c'est simple, mais c'est la viande. Enfin, c'est le plus gros poste, c'est l'avion. Si vous prenez l'avion plus de 2 fois par an, de toute manière, vous explosez votre bilan carbone et vous vivez en amputant les autres. C'est clairement ce qu'il faut dire. C'est vous autorisez à surconsommer, ce qui fait que d'autres sont mécaniquement amputés. Et par rapport à ce que disait Bruno Latour, ou atterrir, pas dans l'aéroport, quoi. Clairement, on voit que pendant les 3 mois de confinement, ça s'est arrêté. Il n'y a personne qui dit non, il faut absolument que je prenne mon avion, c'est indispensable pour enfin, non, en fait, il y a toujours des alternatives à ça. Donc l'avion, ensuite la viande. Clairement, vous divisez par 4 votre empreinte énergétique alimentaire si jamais vous arrêtez de consommer de la viande. C'est juste pas viable. On tue 3 milliards d'animaux par an aussi. Ça, c'est un truc dont il parle un petit peu, mais pas beaucoup. C'est compliqué. Enfin, genre, on tue 3 millions d'animaux par jour en France pour manger. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Et si on ne prend pas cette question-là par la souffrance animale, on peut la prendre par l'empreinte eau ou par l'empreinte carbone. C'est plié, le débat il est plié. Donc du coup il y a plein de choses qu'il faut se préparer à faire. Et enfin voilà, après on n'est jamais, voilà, on est tenu. Enfin moi j'ai un smartphone et quand le réservoir de ma bagnole est plein, je suis obligé d'aller chez Total, quoi. Donc il y a un moment où effort, confort, quoi. Et les petits pas, il y a beaucoup de choses à faire. Et je pense que là aujourd'hui, c'est pour ça que c'est un moment important aussi que le pape reçoive des écologistes, etc. C'est que je pense que ça va se trouver dans la bienveillance. C'est-à-dire qu'on ne peut pas continuer à accabler les agriculteurs parce qu'ils sont obligés de mettre des pesticides. Et on n'est pas dans l'agribâche. Enfin, c'est pas qu'on n'aime pas les paysans, les agriculteurs. On n'aime pas le système dans lequel ils sont empêtrés, dont ils ne peuvent pas sortir et dont ils sont, in fine, les premières victimes. Mais eux, on a très envie de les aider. On n'a pas envie qu'ils se suicident. Enfin, je veux dire, et on n'a pas envie non plus qu'on continue à défoncer les habitats. On a perdu 80% des oiseaux de prairie en France en 20 ans. Enfin, il y a un moment où il faut juste se dire c'est juste pas possible et comment est-ce qu'on fait et il faut le faire dans le dialogue. C'est pour ça que je disais, je pense que cette parole d'amour de son prochain, pareil avec les histoires des migrants, je veux dire, les ports français ferment leurs portes, on est là, enfin, c'est l'image, elle aurait été impossible il y a 15 ans de voir quelqu'un avec la main qui sort de l'eau et puis tu dis salut, débrouille-toi, ça marche pas. Donc il faut absolument qu'on se reconnecte à pas mal de choses. Ça ne va pas s'accélérer d'ailleurs avec le changement climatique, puisque c'est l'une des conséquences. Enfin, tout ceux qui croient que ça va se refroidir, c'est qu'ils comprennent rien, quoi. Enfin, ils sont candidats aux élections américaines. Et qu'ils sont dans bref, c'est compliqué. On va dialoguer, on va continuer le dialogue avec la salle. Si vous avez une question, avant de laisser la parole à Jean-François Clairvoy, parce que je sais que... je vous prie de m'excuser, mais en fait, comme je ne prends pas l'avion depuis maintenant 7 ans, donc je dois être demain à Toulouse, je prends le train de nuit, et j'ai convaincu Dominique Bourg de venir avec moi. Comme ça, on va passer la nuit dans le train ensemble. Donc si vous devez nous quitter pendant les questions... 22h20, j'ai mon train à Austerlitz. Alors, il vous faut un micro, c'est ça ? Levez la main si vous avez une question. Oui, ici Frédéric, voilà.
Oui, merci pour votre présentation qui est un petit peu effrayante et qui ne porte pas à l'optimisme. Alors, juste, je voulais vous faire réagir sur un sujet. Le monde va mal, mais en même temps, les gens ne sont pas si mal soignés puisque la population explose. Et dans beaucoup de pays, une grande partie de la détérioration de la nature est directement liée à cette surpopulation qui va faire des brûlis, couper les arbres pour faire chauffer la nourriture, etc. Et ce sujet de la surpopulation, on le voit très rarement mis en avant. Est-ce que ce n'est pas quelque chose on doit commencer par là? Il me semble que c'est presque en amont des autres questions qui sont très vraies. Qu'en pensez-vous? Il y a une journaliste qui a sorti un diagramme hyper simple qui a dit « Je suis journaliste de l'environnement et je ne parle quasiment jamais de la surpopulation, voilà pourquoi ». Le diagramme, c'est l'incidence par classe de richesse sur l'impact écologique. Et en fait, 10% des plus riches émettent 50% des gaz à effet de serre, et si on prend 20% des plus riches, on passe à 75%. En fait, s'ils font du brûlis et s'ils libèrent des terres, c'est pour planter du soja, pour vendre à l'industrie agroalimentaire française, entre autres, pour pouvoir nourrir le bétail. L'empreinte d'un Indien, d'un Africain, est de 30 fois moins que l'empreinte du Français moyen. Donc, je dis pas qu'il n'y a pas de problème de surpopulation et je dis pas que les plages sont pas encombrées en hiver quand les gens, en été quand les gens n'ont pas le droit de partir s'exiler dans des plages tropicales. Donc, il y a un problème de surpopulation, sans doute, avec les terres qu'on a, avec même l'augmentation jusqu'à 10 milliards de personnes, on a suffisamment de terres arables pour nourrir toute la population. Avec la moitié de ce qui est gaspillé en Amérique, la moitié de ce qui est gaspillé aux USA, on peut nourrir l'ensemble des personnes mal nourries. Donc c'est pas le sujet. En fait, si vous voulez un truc objectivé, parce que ça peut paraître quelque chose de personnel, il y a un livre qui s'appelle Drawdown de Paul Hawken. Donc c'est un livre il a mis 8 ans à l'écrire avec 80 chercheurs du monde entier. Et il a identifié les 80 pistes, les 80 plus gros leviers à l'échelle mondiale pour sortir des ornières dans lesquelles nous étions. La 7e mesure, c'est l'éducation des femmes. C'est étrange, mais en fait, ça répond directement à ce que vous dites, c'est qu'entre une femme éduquée et une femme pas éduquée, en gros, il y a 4 enfants de moyenne, il y a 4 enfants de différence en moyenne. Et donc, effectivement, il le pose comme un des leviers, mais ça n'est que le 7e, qui est bien loin derrière, et en plus qui est bien plus diffus que de dire on arrête la climatisation, les fluides frigorigènes partout dans le monde. Mais globalement, c'est vraiment petit par rapport au reste. Et vraiment, j'enverrai, vous pourrez le diffuser. Ce diagramme est très clair et il est de l'OCDE ou je ne sais plus quoi. Y a-t-il une autre question? Oui. Oui. Premier rang et ensuite. Merci pour cette présentation. Et en fait, j'aimerais revenir sur l'espérance. Le GIEC, le groupe intergouvernemental d'experts sur le changement climatique, qui existe depuis la fin des années 80, en fait, a sorti il y a quelque temps un rapport montrant que maintenant, malheureusement, on est déjà en régime balistique et que si on arrêtait aujourd'hui toutes les émissions de CO2, malgré tout, en 2050, on sera quand même à 2 degrés de plus. Et j'aimerais, en fait, quand je lis ça, c'est vrai que ça me fait un peu peur en me disant, mais alors où est l'espérance chrétienne là-dedans? De fait, est-ce que mes petits pas, comme disait Maxime, serviront vraiment à quelque chose, quoi? Merci. Qu'est-ce qu'on fait? On répond ou... Allez, bien sûr. Peut-être que je peux faire un détour après pour vous dire comment j'essaie de penser, parce que c'est une question réelle que vous posez. Depuis des années, bien avant d'être entré dans cette réflexion sur l'avenir de la Terre, ayant beaucoup étudié l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, je me posais la question suivante. Alors vous allez voir, c'est une question de prêtre, mais elle va nous emmener quand même assez loin. Imaginez que vous soyez aumônier catholique de l'armée allemande
et que vous êtes dans un régiment qui est à Stalingrad au début de l'année 1943. Vous êtes dans l'hiver, et puis vous avez les armées russes qui vous ont complètement encerclé. Et puis progressivement, l'armée soviétique, je veux dire, est en train de réduire la poche, etc. Donc vous savez qu'il n'y a, à vue humaine, aucun salut à attendre. Soit vous allez mourir dans un combat, soit être emmené en Sibérie, et probablement ne jamais revenir chez vous. Vous êtes l'aumônier de ces gens qui sont là. Comment vous allez prêcher l'espérance chrétienne? Ce que je disais, c'est est-ce que vous allez leur dire, mais si, on va demander au Seigneur de, je sais pas quoi, de pulvériser les soviétiques, et puis par une espèce de miracle, nous allons échapper par une brèche. Est-ce que c'est bon? De toute façon, nous allons mourir, et donc préparons-nous. Mais ça, c'est bien aussi, hein, l'espérance que nous pouvons demander pardon pour nos péchés, et puis entrer dans la vie éternelle. Est-ce que c'est simplement ça, voyez? Moi, je ne crois pas. Justement, je crois que l'espérance chrétienne, c'est de dire, dans une situation aussi complexe que celle de Stalingrad, celui qui se tourne vers Dieu recevra de Dieu l'esprit pour vivre humainement, ne serait-ce que peut-être les dernières heures de sa vie. Vous voyez, d'être fraternel, de prendre soin d'un plus blessé que soi, etc., etc., etc. Et ça, c'est une expérience extraordinaire. C'est ce que dit le pape à propos de la situation dans laquelle nous sommes. Il met, c'est sur cette très belle édition du Collège des Bernardins, la date aussi, on a mis comme phrase « L'humanité possède encore la capacité de collaborer pour construire notre maison commune ». C'est-à-dire que dans une situation dont il ne faut pas se cacher qu'elle va être vraiment difficile, sinon blague, si vous voulez. Elle va être difficile. Précisément, l'Esprit de Dieu est là pour nous rendre capables de vivre dignement ce défi, en fait. Et c'est pour ça que je suis même étonné par la question que vous n'arrêtez pas de nous poser, Alexandre, en disant, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Par quoi commencer? Mais est-ce que nous, chrétiens, nous manquons d'imagination? C'est une question, vous voyez, l'Esprit de Dieu est capable de libérer l'imagination créative de ceux qui veulent vivre dignement cette situation qu'effectivement, nous avons peu de chances de faire bouger au terme d'une génération humaine, ça c'est clair. Vous comprenez? Je ne sais pas si ça vous... Parce que en fait, je suis assez perplexe, parce qu'à chaque fois, vous voyez, quelqu'un vient de dire « Ah ben dis donc, vous nous avez... c'était pas optimiste ce que vous avez dit ce soir. » Mais où avons-nous manqué d'optimisme dans ce que nous avons dit? Mais à aucun moment. Est-ce que l'aumônier de l'armée allemande qui dit à ces hommes « Bah oui, nous allons mourir, ou nous allons être emmenés en Sibérie », il est ni pessimiste ni optimiste, il regarde les choses telles qu'elles sont. Il serait pessimiste s'il disait « De toute façon, nous allons crever comme des rats », et puis il y a... Vous voyez, oui, parce que j'ai très peur que beaucoup de chrétiens refusent d'entrer dans la conversion écologique au nom de l'espérance, mais d'une pseudo-espérance. C'est ça le grand risque. C'est que nous convoquons l'espérance pour ne pas déjà prendre en pleine face la dureté de ce qui nous arrive. Vous savez, je suis aumônier d'hôpital, je vous assure que quand je suis dans la chambre de quelqu'un qui est atteint d'un cancer en phase terminale, je ne vais pas venir lui dire que l'espérance chrétienne, c'est qu'on va trouver la solution, mon ami. Bien sûr que non, c'est pas ça qu'il attend de moi, vous voyez. Donc si ce que nous appelons l'espérance chrétienne nous aveugle sur la situation, alors là, nous sommes en train de pervertir l'évangile. Voilà. Mais pardon. Merci, non, c'est super beau et merci. Et une autre réponse aussi du côté tête, c'est que en gros, plus 2 degrés ou plus 5 degrés, c'est pas pareil. Hein. Plus 5 degrés, c'est la guerre civile partout, ça va être très difficile. Plus 2 degrés, on va s'adapter. Et là, si on s'arrête dès maintenant, on sait qu'on est à 2 degrés. La fenêtre des 2 degrés, elle est refermée. C'est-à-dire que quoi qu'on fasse, on sera à 2 degrés de plus en 2100, donc des centaines de millions de migrants, donc tout ça. À 5 degrés, il n'y aura plus à manger du tout. Donc ça va être un petit peu plus dur, quoi. Donc voilà, et donc c'est là qu'il faut aussi... Et juste sur l'optimisme, parce que c'est un mot qui est revenu 2-3 fois, moi je sors un bouquin qui s'appelle « En avant », parce qu'en marche, ça peut être marche arrière. En avant, ça sort le 8 octobre chez Lafon, et le sous-titre, c'est l'optimisme pour Cap. C'est-à-dire que c'est super dur en soi aujourd'hui d'être optimiste. À chaque fois que j'appelle Nicolas, je lui dis « Qu'est-ce que tu fais ?» Il me dit « Je cherche des raisons d'espérer ». Et il cherche des raisons d'espérer. Donc il cherche Et en fait, être optimiste, c'est la première démarche, je pense, dans la démarche, désolé, mais c'est la première étape pour
pour se mettre en action. Parce que c'est hyper difficile quand on voit l'angoisse que ça peut provoquer, ce qui nous arrive, de se dire oh là là, je vais me mettre en action. Et c'est un peu cette histoire aussi de quand on tombe jusqu'ici, tout va bien, vous savez. On va essayer d'apprendre à voler un petit peu. Soyons fous, peut-être qu'au pire, ça marche. Donc, moi, je décide d'être optimiste. C'est super dur de le maintenir au jour le jour sous un flot d'actualité tel qu'il est. Voilà, c'est surtout quand on se fait insulter. Mais je pense que c'est nécessaire et qu'il y a de quoi. Et c'est là qu'on se rejoint, je pense. Moi, c'est peut-être là ma réconciliation. Elle se trouve dans le bouquin, elle se trouve dans l'encyclique. La réconciliation possible entre des profanes comme moi, enfin, en gros, qui ont quitté l'Église et l'Église. C'est là-dessus qu'on se retrouvera parce qu'effectivement, on est un peu sur notre lit de mort, atteint d'un cancer, peut-être pas encore en phase terminale, mais on sait qu'on s'y prépare. Et c'est marrant parce que mon père, vous êtes quand même assez collapso sur les bords, en disant que la forêt... donc voilà, vous continuez de donner des indices et de confirmer certains indices qui montrent que voilà, c'est pas anodin ce qui se passe et que c'est bien notre survie dont il est question. On va accueillir une dernière question et laisser la parole à Jean-François Clairvoy, si vous voulez bien conclure ce débat. Vous évoquez tous les deux, soit Maxime, une conversion, reconversion, ou mon père, le fait de se dire que vous avez eu un choc à la lecture de Laudato Si et que l'Église s'est saisie du sujet. Pourquoi, si l'Église s'est saisie du sujet, pourquoi est-ce que ça ne redescend pas plus dans nos paroisses qui se sont saisies d'autres sujets de société auxquels on traverse aujourd'hui? Et celui-là, c'est peut-être pas celui que les paroissiens, du moins, préempte le plus. Vous l'honneur, mon père. Non, mais je confirme, pour être allé 10 fois à l'église en 10 ans, que sur les 10 fois, j'ai jamais entendu une homélie qui parlait d'environnement, du beau, de l'écologie, du vivant, etc. Je confirme, mais je suis peut-être pas tombé dans les bonnes églises. Alors, on a combien de temps là pour répondre à votre question? C'est vrai que c'est quand même une question pour l'Église en France. Je pense que c'est différent pour l'Église au Brésil, c'est différent dans l'Église en Inde. Donc là, on a un problème en France qui peut se résumer probablement à ce que aujourd'hui des sociologues de la religion appellent la gentrification de l'Église. C'est que l'Église catholique aujourd'hui en France repose en gros sur deux bases sociologiques. Une base... on va dire de catholiques bourgeois, aisés, très très investis dans la vie de la cité, qui sont souvent très très lentes de ce point de vue-là à changer. Et puis il y a une base populaire en fait qu'on ignore ici à Paris, mais qui existe encore dans la région nord et dans différents lieux. Alors, ça c'est déjà la première chose qui explique ce que vous ressentez. Deuxième chose, c'est que la plupart des évêques et des prêtres sont très, je le disais dans la loge avant, ne savent pas quoi faire de Laudato Si. Voilà. Ils ne savent pas comment montrer, vous voyez, qu'à travers toutes les questions qu'on vient d'évoquer ce soir, c'est la question justement de Dieu, du salut, de la vie éternelle en fait qui est en jeu. Voilà. Ça vient du fait que nous avons toute la génération des prêtres comme la mienne et des plus âgés que moi, jusqu'aux trentenaires, nous avons tous été formés par des courants théologiques qui ont pris leur essor à partir des années 30, 40, 50, qui ont fleuri ensuite au Concile Vatican II et qui sont très anthropocentrés, dont une des très grandes figures est Jean-Paul II, par exemple. Donc voilà, moi je suis un bébé de la génération Jean-Paul II. Voilà. Mais maintenant, quand on relit les textes de Jean-Paul II, on se rend bien compte qu'à la fois d'un grand génie, parce que c'est un homme qui a dû affronter le nazisme, le communisme, donc qui s'est intéressé beaucoup au mystère de l'homme. Mais quand vous regardez, c'est l'homme individuel. Et donc il faut que, si aujourd'hui les prêtres ont tant de mal à faire ce saut, cette conversion-là, c'est qu'ils sont dans une théologie, une philosophie complètement anthropocentrée. Et donc il faut reconstruire en fait toute une formation pour qu'un jour nous puissions y arriver, justement où nous montrons comment la question de l'attention au vivant, des relations que nous entretenons avec tous les êtres vivants, fait partie intrinsèquement de notre être, si vous voulez. Donc je dis ça pas pour excuser, mais pour dire c'est pas parce que les catéchistes ou les prêtres sont des insensibles ou des suppôts, des négationnistes. C'est qu'ils n'ont absolument pas aujourd'hui les armes philosophiques et théologiques pour pouvoir vous prêcher. Voilà. Donc il y a tout le travail qu'ont fait ces gens dans les années 30, 40, parce qu'il faut que vous compreniez aussi que
notamment en France, dans pas mal d'endroits, en Autriche, en Allemagne. Les paroisses et les communautés chrétiennes, catholiques, protestantes ont eu certainement parfois beaucoup de mal à résister au fascisme, au communisme. Parce que la doctrine qu'on enseignait à ce moment-là était complètement, disons, n'étudiait ni Marx, ni Hegel, tous les grands penseurs de ces époques-là, si vous voulez. Et donc, de nouveau, on faisait des prédications extrêmement vous voyez, qui volaient très haut, mais qui n'entraient pas vraiment. Voilà. Alors, dernière chose, pour aller dans votre sens, j'essaie de convaincre les évêques en France, mais je n'y arrive pas. C'est-à-dire que j'essaie de leur dire, vous êtes capable d'intervenir très précisément sur les lois de bioéthique, et c'est très bien, parce que est en jeu la dignité de personnes humaines, d'embryons, de vieillards, etc. Mais que des grands groupes industriels détruisent des écosystèmes, financent le meurtre de populations, etc. Vous ne dites jamais rien, alors que vous avez beaucoup de catholiques pratiquants qui travaillent dans ces entreprises et même qui les dirigent. Et vous ne dites jamais rien. Vous voyez, vous ne dénoncez pas prophétiquement ce qui est en train de se passer, alors que vous le faites pour d'autres cas. Et ça, c'est pour moi, vous voyez, un marqueur très fort de ce que je viens de vous dire de manière un peu intellectuelle, en disant nous avons des catégories intellectuelles, et philosophiques et théologiques qui nous empêchent de voir ce que Maxime a essayé de raconter pendant toute la soirée. Non, mais c'est vrai. Hein. Donc, oui. Il faut qu'il prenne son train. Bon. Non, non. On arrête. C'est à vous, je vous en prie, pour un dernier mot. Merci encore Maxime de Rostolan. Donc on attend la sortie de votre livre chez Lafon avec impatience. Bonsoir à tous. C'est un vrai plaisir d'être là physiquement et de vous revoir, d'écouter ce débat très intéressant. Je ne suis pas spécialiste, mais alors, je n'ai pas trouvé ça pessimiste. J'ai trouvé ça, en fait, éclairant. Et ça permet de démarrer des débats après entre vous, chez vous, avec vos collègues. Moi, j'ai pensé tout de suite à Apollo 13. Vous savez, quand ils ont un réservoir d'oxygène qui a explosé, il y a un truc qui était vraiment foutu à ce moment-là, c'était leur mission sur la Lune. C'est-à-dire que tout ce qui avait été calculé, prévu, il devait aller se poser à un certain endroit, explorer un certain cratère, etc. On oublie. La mission, c'est les sauver. Alors, et beaucoup pensaient qu'on n'y arriverait pas. Beaucoup étaient pessimistes. Et le directeur de vol s'est exprimé, vous vous en souvenez, « Failure is not an option ». Et en fait, il y a un travail collectif remarquable à tout point de vue, intellectuel, technique, opérationnel, relationnel, social, qui a permis de sauver l'équipage. Vous savez, moi je pense que la conscience, je parle avec mon expérience d'astronaute et de vol spatial, la conscience écologique, c'est la conscience que nous faisons tous partie d'un tout. C'est-à-dire que si on maltraite son environnement, des plantes, des animaux, ses collègues ou d'autres humains, on se maltraite soi-même. Quand on est dans l'espace, qu'on regarde la Terre, on pense global. Et pour moi, la conscience écologique, c'est penser global le système en entier. Et je compare la Terre à un vaisseau spatial. Et comment nous, on gère un vaisseau spatial? Je vous en ai déjà parlé lors de conférences précédentes. Frédéric le disait tout à l'heure, la première chose à faire, c'est faire l'état des ressources et avoir une connaissance très fine des défis, des challenges et de ce qui se passe. Il ne faut pas tenter au hasard. Il faut d'abord savoir. Et pour savoir, il faut se renseigner, il faut lire, il faut écouter les experts. Vous savez, on n'a jamais perdu d'astronautes dans l'espace, en orbite. On a perdu malheureusement 4 équipages, 2 Russes, 2 Américains. Et simplement par excès de complaisance et de manque d'écoute des experts. Challenger a décollé en janvier 86 par moins 7 degrés en Floride. La navette spatiale était qualifiée pour 0 degré ou au-dessus. Les experts disaient au patron du programme,
on est à moins 7 degrés. Vous nous avez demandé de qualifier la navette pour 0 degrés Celsius et au-dessus. En cas de gel, on ne sait pas. On ne sait pas si les joints des boosters à poudre vont tenir. Et ce qui devait arriver arriva, les joints se sont cassés et ça fait qu'une combustion est partie sur le côté, a détruit la navette. C'est pas un coup de pas de bol. C'est un manque d'écoute de ceux qui savent. Et donc il faut savoir écouter. Et alors, vous savez comment ça marche une mission spatiale, et ça devrait paraître être pour la Terre, c'est comment fonctionne le vaisseau. Comment on connaît jusqu'au moins de boulons notre vaisseau. On connaît les ressources. On est les champions de l'anti-gaspillage et du recyclage, hein, je vous l'avais dit. On recycle toute l'urine en eau potable. Une partie de cette eau potable est électrolysée pour fabriquer de l'oxygène qui sert à respirer. L'hydrogène de l'électrolyse est recombiné avec le gaz carbonique de notre expiration pour refabriquer de l'eau potable. Alors, on ne recycle pas encore les déchets solides, mais ça viendra. Hein, on teste sur des rats qui vivent exclusivement d'excréments humains recyclés. Ça ne marche pas très très bien, ça commence à marcher, mais on n'en est pas là encore. C'est ce que fait la nature. La nature recycle tout. C'est notre maître à tous en termes de recyclage. Et on est champion de l'anti-gaspillage. Hein. On consomme à peu près 4 litres d'eau en moyenne, tout confondu, entre ce qu'on boit et ce qu'on utilise pour se laver par jour, par astronaute, et la grande majorité est recyclée. Comment fonctionne le vaisseau? Après, avoir confiance les uns dans les autres. On parlait de la confiance tout à l'heure. C'est hyper important. Et c'est vrai qu'on en manque, mais c'est parce qu'il y a un manque d'écoute active, il y a un manque de compétences de certains. Quand vous voyez quelqu'un qui n'est pas compétent, vous n'avez pas confiance en lui. Donc il faut que chacun s'éduque. Sur l'espérance, ce que je veux dire, pour moi, l'espérance, c'est... Moi, j'ai beaucoup d'espoir, je suis très optimiste de nature. L'espérance du meilleur. Je suis persuadé que le monde sera meilleur parce qu'on saura faire ce qu'il faut. Et c'est d'abord l'éducation. Pour moi, c'est l'éducation. Nous, on est foutus. Hein, nous, je veux dire, c'est difficile de changer quelqu'un qui a pris des habitudes, etc. On peut chacun faire des efforts, chacun à notre niveau. Mais quand j'écoute les jeunes aujourd'hui, j'ai dû visiter 1 millier de classes d'élèves en 33 ans d'astronautes actifs. Alors, du primaire au collège, au lycée, aux classes préparatoires, universités. Et les jeunes à qui je parle régulièrement sont éduqués. Si on éduque dès le primaire les jeunes à leur expliquer la situation, juste factuelle, pas les inciter à être plutôt d'un bord politique, d'un autre, ou penser d'une façon juste factuelle, je pense qu'ils grandissent avec ça en tête et ils font attention. Mes enfants me donnent des leçons au quotidien. Pourtant, je pense bien faire. Hein. Mais quand je laisse une lumière allumée un peu trop longtemps, ils me le disent. Donc, pour moi, l'espérance, c'est dans les générations suivantes, si on les éduque bien. Et je fais le parallèle avec nous, les astronautes. On met le paquet pour qu'on soit très bien éduqués pour notre mission. Quand on part, je peux vous dire, on est hyper compétent. Alors on a une doctrine, on est formaté à être problem solver. C'est-à-dire qu'on ne voit jamais le problème, on ne voit que les solutions. Quitte à ce que ce soit des solutions qui nous sauvent la peau, mais qui ne nous permettent pas forcément, nécessairement, d'accomplir tous les buts de la mission. C'est comme disait John Young, prepare for the worst and hope for the best. Espérer le meilleur. Mais en fait, quand on s'approche de la fusée, le jour du décollage, on ne la voit plus comme une ennemie il y a 2-3 ans où on la voyait comme un vaisseau qui va nous exposer au danger. C'est une amie qui devient comme une extension de nous-mêmes. Elle fait partie de nous. Nous faisons partie du vaisseau. C'est comme nous faisons partie de la Terre. Nous faisons partie de cette sphère, de ce système écologique, de l'écosystème et qui inclut le minéral, le végétal, l'animal, le climat. Et on se sent hyper compétent. Vous pouvez nous poser n'importe quelle question, ce à quoi sert n'importe quel des milliers ou même presque 2000 interrupteurs dans tout le vaisseau de la navette spatiale, dont 1000 dans le cockpit. Et on sait exactement où on va, on sait pourquoi, on sait, en fonction de ce qui se passe, ce qu'il faut faire. Moi, je pense qu'en écoutant les experts, en restant raisonnable, en acceptant de ne pas forcément vivre comme avant, mais je ne parle pas de la régression, hein, juste changer certaines habitudes. Alors, tous les 2 ans, je vole en ballon en montgolfière avec Bertrand Piccard et Gérard Fetzer, 2 amis.
on a des discussions sur ces sujets en permanence. Moi, je les écoute, je ne suis pas un expert. Et ils ont deux attitudes qui sont presque un peu opposées en exagérant. Hein. Bertrand, c'est la science et la technologie va nous permettre de vivre comme on vit maintenant, sauf qu'on salira moins, on polluera moins, et on gaspillera moins, et ce sera moins polluant. Et on s'en sortira. Et Gérard, c'est plutôt, il faut changer les consciences, la façon de penser, il faut changer nos habitudes. Ce qui est difficile, moi je pense qu'il y a un juste milieu. On en a parlé entre nous, et l'espérance, c'est qu'il y a forcément une voie, une bonne voie. Il y a forcément une meilleure solution qui ne va pas nous permettre peut-être de tout faire ce qu'on faisait avant, mais qui va nous permettre de bien vivre et surtout de rendre le monde meilleur pour nos enfants. Vous savez, Saint-Exupéry, j'aime bien le citer, donc il disait déjà, l'avenir, il ne s'agit pas de le prévoir, mais de le rendre possible. Et de toute façon, il arrive quoi qu'il arrive. Mais quand il dit de le rendre possible, sous-entendu, le rendre possible pour cet écosystème dont nous faisons partie. Et puis il dit aussi, n'oubliez pas que l'avenir, nous l'empruntons à nos enfants. Donc c'est nos enfants qui vont vivre dans 50 ans, dans 100 ans, ou nos petits-enfants. Donc si on les éduque très bien, bon, déjà ils vont corriger un peu les quelques années qui nous restent à vivre, nous les parents, grands-parents, etc. Mais je pense qu'ils sauront prendre les bonnes décisions. Moi, je suis confiant. Donc l'espoir, pour moi, c'est l'espoir dans les générations à venir, si on les éduque bien. Il faut éduquer tout le monde. Donc ceux qui n'ont pas accès à l'éducation, il faut aller chez eux et les aider à créer des écoles ou former des éducateurs, des professeurs, etc. Et puis encore une fois, pour moi, la conscience écologique, c'est la conscience que nous faisons partie d'un seul tout. Je vois un arbre, je pense qu'il fait partie de moi, je fais partie. C'est un peu ésotérique ce que je vous dis, c'est un peu bizarre, mais ça vient de mes vols spatiaux. Je vois que la Terre, il n'y a pas... La Terre et une espèce qu'on appelle les humains, Homo sapiens sapiens, qui vivent dessus. On fait partie d'un système et qui s'échange. Hein, vous savez que dans le corps humain, vous savez combien il y a de cellules vivantes qui portent votre ADN ? 10 puissance 13, donc 13-0, donc qui vous appartiennent. Mais le corps humain abrite 10 puissance 14 êtres vivants qui ne nous appartiennent pas, qui sont des êtres vivants avec un autre ADN que le nôtre. C'est des bactéries essentiellement dans le système digestif. Oui, nous vivons en harmonie. Déjà, nous sommes un exemple extraordinaire d'harmonie en nous-mêmes, juste un être vivant, un mammifère. Mais ayons conscience que nous faisons partie d'un tout. Quand votre voisin, votre enfant, votre collègue, vos amis, quand vous vous rencontrez, parfois vous n'aimez pas ce qu'il dit, ou parfois il y a des gens que vous n'aimez pas parce que vous n'avez pas le feeling. Mais depuis longtemps, même avant d'être astronaute, depuis enfant, depuis peut-être mon éducation catholique, j'ai toujours ressenti qu'on a tous les êtres humains ont du bon au fond d'eux-mêmes. On a tous quelque chose de bon au fond de nous-mêmes. Alors on peut imaginer chacun à sa façon, selon ses croyances, sa foi, d'où vient cette flamme très positive qu'on a tous en nous-mêmes. Mais voilà, je suis optimiste, je suis confiant dans la capacité de l'être humain à faire ressortir le bon qu'il y a en lui, surtout quand c'est nécessaire, et là on vient de le dire, c'est nécessaire. Voilà, mais on fait tous partie d'un même tout, et si on est bien éduqué, si nos enfants sont bien éduqués surtout, eh bien on s'en sortira. Et on vivra longtemps en harmonie avec notre environnement, et le vaisseau spatial naturel Terre nous emmènera très loin dans le futur. Voilà, je vous remercie.